Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Clément de WeBloom qui va nous expliquer comment implémenter et mettre en place en fait la data dans sa stratégie digitale. Déjà Clément, comment tu vas? Salut Alexis, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais très bien et j'ai hâte de parler de ces sujets un peu compliqués, mais vous allez voir, plus simple qu'on pense. Yes, trop cool. Du coup, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. C'est trop cool, Clément. On échange beaucoup. On échange beaucoup sur nos business, comment on avance mutuellement. Donc, c'est trop cool. Et je trouve que Clément a toujours une très bonne expertise sur la data. En tout cas, c'est vraiment la personne à qui je pense à chaque fois quand il y a un sujet sur cette thématique. Et du coup, Clément, je pense que c'est le meilleur moyen de se replonger tous les deux dans un nouvel épisode et de parler justement data aujourd'hui, comment justement on peut implémenter la data dans sa stratégie digitale, que ce soit dans son site internet, dans la pub, et je pense qu'il y a aussi des degrés à avoir en fonction de sa maturité de boîte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'adore ce principe de levier, de palier, mais juste avant, si tu me permets, j'aimerais remonter d'un cran pour expliquer un petit peu d'où vient ma connaissance de la data. Elle est extrêmement pertinente et ça va apporter de la valeur un peu à ce qu'on raconte. La connaissance data opérationnelle que j'ai aujourd'hui et qu'on met en place dans mon agence vient du fait qu'on gère pour nos clients des leviers qui sont chronophages et coûteux à mettre en place, à savoir le SEO et Google Ads. On s'est rendu compte que quand on investit fortement sur des leviers comme ceux-là, qui peuvent coûter cher, plus cher en tout cas que l'envoi par exemple de newsletters, on a une obligation à piloter un peu mieux les dépenses et surtout vérifier que ça nous rapporte quelque chose plus tard. Donc on a dû creuser un peu la data en interne et se poser la question de quels outils à mettre en place quand on commence à investir dans une stratégie marketing, plusieurs milliers d'euros par mois pour faire venir des leads sur son site. Et ça a amené à cette cartographie des outils que je vais vous citer juste après, dont on va parler, à activer sur son site internet en fonction du nombre de visites qu'on fait et des objectifs. Et une métaphore que j'aime beaucoup pour simplifier tout ce que je viens de dire là, c'est de se dire qu'on peut aller vite sans data. Ça, c'est une réalité qu'on n'entend pas beaucoup. C'est un peu une popular opinion sur LinkedIn. On peut très bien faire beaucoup de croissance sans data. C'est une réalité. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on roule à 200 km/h dans le noir complet, on ne voit pas de signaux faibles. On peut avoir une croissance qui va très vite tout en ne se projetant pas sur les virages qui viennent. Et la data, c'est ça. C'est des phares qui vont activer un petit peu, qui vont mettre en lumière les baisses ou les hausses de certains leviers et expliquer un petit peu d'où vient cette croissance. Donc l'idée, c'est pas d'y mettre trop d'efforts non plus, mais à minima d'avoir un petit peu de lumière sur ce qui se passe devant. Sinon, dans le noir, à 200 km/h, un virage, ça arrive vite, et si on loupe, il ne se passe plus grand-chose derrière. Ouais, on risque de se cracher. Donc, ouais, non, en vrai, c'est une très belle analogie. Je ne la connaissais pas du tout. Très cool celle-là. Et du coup, tu m'expliquais un petit peu que justement, les entreprises, en fonction de leur maturité, de comment elles évoluent, elles n'ont pas forcément le besoin d'avoir la même stack d'outils ou les mêmes, la même intensité en fait dans cette data. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit rappel là-dessus? Avec grand plaisir. Et tu as utilisé le mot besoin. Moi, je l'adore, c'est une réalité qui est aussi concomitante au coût que l'installation d'outils data vont avoir pour vous. Donc le besoin d'être lié aussi au coût. Et pour moi, chaque étape de croissance d'un site internet est reliée à un ensemble d'outils qui vont coûter de plus en plus cher. C'est assez important de l'avoir en tête parce qu'une des erreurs récurrentes qu'on regarde lors des audits, qu'on voit lors des audits, c'est des outils trop complexes
pour des sites qui font peu de visites, donc en réalité des phares qui vont beaucoup trop loin et qui permettent de se projeter 10 minutes en avance sur le virage, sauf qu'il va se passer des choses entre-temps, ou à l'inverse, trop peu d'outils pour déchiffrer pourquoi on a réussi à faire de la croissance. Et finalement, le juste milieu qui permet peu de charge mentale, parce que c'est des outils compliqués à mettre en place et à lire, et en même temps un peu de visibilité, et il n'est pas simple à trouver, et c'est celui qu'on va essayer de décrire ici. En termes de palier, le premier, peu importe la taille du site, pour moi, c'est déjà avoir un bandeau cookie. C'est ce fameux bandeau qui d'ailleurs n'est pas qu'un bandeau, on appelle ça une CMP, c'est un acronyme pour le management des données de tête, et qui va permettre aux utilisateurs d'accepter ou pas d'être traqués par des outils publicitaires ou par des outils d'analyse. Donc l'utilisateur va refuser d'être traqué dans Google Analytics, pour qu'on puisse savoir combien de pages il aurait vu du site, ou dans les outils payants type Facebook et Google Ads, afin que les algorithmes utilisent leurs data. Ce bandeau cookie, pour moi, il est obligatoire à mettre en place. Pour une première raison, c'est la loi, tout bêtement. La loi, ouais, légalement, c'est obligatoire. On est obligé. Et pour une deuxième raison, c'est qu'il devient une norme. Un peu comme le petit cadenas qu'on va avoir sur une URL qui passe en vert ou en rouge au moment où les sites sont passés en HTTPS sur des protocoles sécurisés. Avoir un bandeau cookie, aujourd'hui, ça devient une norme marketing. Ne pas l'avoir, c'est être différent de ses concurrents qui le ont, et ça peut générer une peur au niveau de l'internaute, même s'il n'est pas au courant de la technologie qu'il y a derrière ce bandeau cookie. Ça devient une norme marketing. Donc, il est intéressant de l'avoir. Néanmoins, pour moi, on doit le poser uniquement au moment où on a identifié un market fit. Je ne devrais pas le dire à haute voix, mais en toute franchise, mettre un bandeau cookie sur un one page pour récolter 1000 emails, bon, forcément intéressant. L'objectif, c'est de se concentrer et de passer 5-10 minutes à creuser le sujet du bandeau cookie, d'identifier l'outil qu'on va utiliser pour le mettre en place. On a des très beaux outils français comme Acceptio ou Cookiebot qui coûtent relativement peu cher et qui font beaucoup de choses à votre place pour vous mettre en conformité avec l'RGPD. Et à ce moment, on a le market fit où on lance un peu de levier marketing, on est prêt à aller tout droit pour la prochaine année, avoir ce bandeau cookie et enfin obtenir un taux d'acceptation de 70%. Pour moi, c'est une moyenne marché haute et c'est un peu l'objectif qu'on doit avoir, qu'un internaute, en voyant son cookie, accepte à 70% en moyenne de donner ces informations. Super clair. Pour un OKR de data, avoir un bandeau cookie qui soit accepté à 70% en proposant dans le bandeau des phrases qui font sens, qui ne sont pas génériques, en rajoutant peut-être le logo de votre entreprise, en jouant avec les codes couleurs pour le rassurer et dire à l'internaute, ce bandeau nous appartient, ne t'inquiète pas, il est là pour toi, il n'est pas posé au hasard, tu peux l'accepter, ça ne changera rien à ton parcours. Ouais, l'idée c'est de l'optimiser au maximum pour que effectivement tu aies des meilleurs taux de conversion et plus de personnes traquées, quoi. Là on peut se référer en vrai sur ton site internet. Je pense que toi tu as mis un bandeau conquis, j'imagine. Et là-dessus je pense que tu l'as un peu optimisé et travaillé, donc je pense qu'on peut se référer aussi à ton site. Exactement, beaucoup d'autres le font très bien. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'être cohérent en termes marketing entre la prise de parole que mon agence a au quotidien, plutôt décontracté mais expert, et ce qu'on raconte dans le bandeau cookie. Et je pense que ça peut servir pour tout le monde, cette cohérence entre le site internet et le bandeau, et ça nous a permis d'atteindre 85% d'acceptation, qui est très bon, l'OKR est validé. On peut passer à la deuxième phase, la phase où on va mettre en place un outil d'analyse qu'on va appeler basique, et souvent gratuit. Citons par exemple Google Analytics 4, la dernière version, puisque l'ancienne version qui s'intitule 3 ou Universal Analytics va être dégradée en juillet 2023, donc d'ici quelques mois. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vite passer à la version 4 ou l'installer. Un autre outil gratuit sera Matomo, ou un autre outil un peu moins gratuit sera Mixpanel. Et ces outils d'analyse, ou cet outil d'analyse en fonction de votre choix, est intéressant à mettre à partir d'une centaine de visites par mois jusqu'à 5000 visites par mois. Alors, je schématise, on peut le mettre un petit peu avant, un petit peu après. L'idée, c'est de dire qu'à plusieurs milliers de visites par mois, un seul outil d'analyse simple suffit. Et l'objectif derrière cet outil d'analyse, c'est de se poser la question de ses sources et supports. Ça, c'est une phrase un peu barbare, mais qui va être extrêmement intéressante. C'est de prendre un peu de recul et de ne pas considérer qu'on fait 500 visites ou 5000 visites par mois, mais plutôt 4000 visites depuis des partenaires,
500 visites depuis Google Ads et 500 visites depuis le SEO. Mhm. Que chaque source de trafic qui a ramené un potentiel prospect sur son site est traqué dans une ligne à part et qu'on voit son évolution. Ça, pour moi, c'est vraiment la phase 1 de l'analyse et ça peut servir à générer des très 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 belles croissances à partir d'outils simples à utiliser, gratuits et peu complexes à appréhender. Super clair. Et du coup, quels sont un peu les indicateurs justement que tu vas aller chercher sur cette phase-là avec Google Analytics par exemple? Toujours ce reporting sur support qui pour moi est le plus important. D'où viennent vos visiteurs? D'où vient le premier clic? Qu'est-ce qui, dans votre stratégie marketing, a généré cette première visite, cette connaissance de marque? Ensuite, on a Mhm. beaucoup de choses pour les relancer. C'est un peu moins mon domaine, mais faire découvrir le site, on a envie de savoir qui a fait découvrir le site chez vous. Qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce que vous avez bien travaillé pour ramener un utilisateur sur le site? Et une fois qu'on a cette donnée, le plus important pour moi, c'est de la suivre dans le temps. La valeur absolue, elle a peu d'utilité. Ce que je vais demander à un de mes clients, par exemple, lors d'un audit, c'est quelle est la ventilation de ton trafic? Ah bah, j'ai 50% qui vient de SEO, 30% qui vient de newsletter, 20% qui vient de Facebook Ads. Super. Déjà une réponse qui est extrêmement intéressante, qui va plus loin que la moyenne des gens qui n'utilisent pas la data. Mais derrière, est-ce que tu connais ce pourcentage le mois dernier? Est-ce qu'il a évolué? Ah non, regardons ensemble et ce qu'on va se rendre compte, c'est que le SEO, par exemple, a pris 10 points en plus. Donc on est sur une stratégie, on est sur une croissance qui est poussée par la référence naturelle, une bonne nouvelle si on a investi dessus, et à l'inverse, qui est peut-être en train de baisser côté Facebook Ads, qui est une mauvaise nouvelle si on a le même budget et qu'on ne s'est pas trop intéressé à ce que faisait l'agence en gestion, par exemple. Donc, Mhm. un, la répartition et deux, l'évolution de cette répartition mois après mois. Ces deux éléments suffisent amplement à piloter une croissance sur des sites à plusieurs milliers de visites par mois. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu vois, c'est la réflexion qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, on peut trouver et prendre la data à l'instant T, mais derrière, si on fait pas déjà de la comparaison et puis qu'on met pas en place justement des actions en disant, bah voilà, en fonction de cette data, bah peut-être que je vais réduire mon budget en ads, peut-être que je vais contacter mon agence, peut-être que je vais peut-être plus investir sur les SEO parce que ça marche bien. Et souvent, j'ai l'impression qu'on s'arrête en fait à la data et on va pas aller sur des plans d'action. Donc, je trouve ça bien de le rappeler. Ouais. Ouais, totalement. Se dire que le seul élément qui compte, c'est l'évolution de cette data, mois après mois, et le plan d'action qu'on va y mettre derrière. Voilà. Mhm. Si la ligne est en train de baisser, c'est plutôt une alerte rouge. Si la ligne est en train d'augmenter, c'est plutôt une confirmation que les actions de marketing que vous avez mis en place sur ce levier fonctionnent. C'est simple, c'est efficace, et honnêtement, on n'y passe pas plus de 15 minutes par semaine dans l'analyse. Super clair. Et du coup, après, il y a d'autres paliers qu'on va essayer d'atteindre pour aller un peu plus loin, effectivement. Donc, j'imagine quand il y a plus de volume. Donc là, on avait mis une tranche, effectivement, qui n'est pas figée, mais qui était plus à titre informatif de 500 à 5000. Lorsqu'on dépasse cette tranche-là, où est-ce que, Alors là, comment on s'organise? c'est la tranche où moi je commence à m'amuser un petit peu. On va être sur un niveau de volume qui permet de générer plus d'analyses et d'aller encore plus loin dans l'étude du comportement des utilisateurs pour en tirer des conclusions. J'aime rajouter à ce moment-là 3 choses. La première, c'est un dashboard. C'est un reporting beaucoup plus simple à analyser que les outils qui sont Google Analytics ou Matomo. Ces reporting souvent utilisent la technologie de Tableau ou de Google Data Studio qui permettent de synthétiser l'ensemble des visites de son site sur une seule page et de s'en servir pour des reporting, pour l'envoyer à un comité de direction ou à ses équipes. Et donc ça permet d'aller plus vite dans l'analyse. Je vais rajouter ensuite des outils d'analyse comportementaux, type Hotjar ou Clarity. Là, on ne va pas comprendre d'où viennent les visiteurs, mais on va essayer d'analyser leur comportement sur le site. Par exemple, en enregistrant sous forme d'une petite vidéo un utilisateur sur mobile qui essaierait de remplir un formulaire. Ça permet très simplement de se rendre compte que le plugin de chatbot vient bloquer le petit bouton souscrire, ce qui arrive régulièrement sur mobile. Impossible de savoir à partir d'un outil comme Google Analytics qui va uniquement vous donner le nombre de visiteurs venant du SEO. Par contre, avec un outil d'analyse comportementale, on saura que tant de personnes sont venues du SEO et qu'en plus, ces personnes ont vu une friction lors de leur utilisation au moment de remplir le formulaire sur un mobile, parce qu'on l'aura sous forme d'enregistrement vidéo. Un autre Mhm. outil extrêmement intéressant et totalement gratuit, elle s'appelle Clarity, qui vient de chez Bing et qui permet d'avoir une carte de chaleur de son site.
on va identifier visuellement là où les clics ont eu lieu. Alors, évidemment, si l'ensemble de vos boutons d'action, réduction se situe dans une zone qui est bleue, symbolisant un manque de clics, alors que la zone rouge de votre site, symbolisant le plus de clics sur le mois dernier, ne contient aucun clic, aucun élément important, c'est qu'on a un problème du X. Et ça, on le voit très simplement sans être un expert. Mhm. C'est assez important. Et enfin, dernier outil que je vais rajouter quand mon site a passé cette barre des 4-5 000 visites par mois, c'est un outil dédié à l'analyse de parcours qui va vraiment en profondeur comme Amplitude ou Mixpanel. Et ça, c'est des outils qui ont des versions payantes permettant de comprendre exactement ce que fait chaque internaute étape par étape. Contrairement à Google Analytics qui, encore une fois, va simplement vous donner le nombre de visites venant d'un levier de trafic. Mhm. Ouais, tu as une notion qui va être beaucoup plus, au début, tu es sur de la donnée qui est très quantitative, et après, tu arrives sur quelque chose de plus qualitatif, justement, avec le côté comportemental et la customer journey, entre guillemets, sur le site internet. Ça va être effectivement quels sont les taux de conversion à chaque étape, mais également le comportement de ces personnes en fonction de ces étapes, si je Bah, comprends bien. Exactement, tu as super bien résumé. Il faut vraiment avoir en tête le fait que ces notions ne fonctionnent qu'avec un nombre de visites sur le site mathématiquement fiable, statistiquement fiable. À 500 visites par mois, il est impossible de tirer des conclusions d'un nombre de visites, d'une évolution ou de 3 vidéos d'un utilisateur qui n'arriverait pas à remplir un formulaire. Cette information, elle doit être mathématiquement viable et pour ça, il faut du volume. C'est la loi des nombres, pour ceux qui aiment les mathématiques, il nous faut du volume. Donc on va uniquement passer à cette phase quand on a quelque chose qui fonctionne, un site internet qui fonctionne vraiment. Et enfin, quand tous ces outils sont mis en place et qu'on arrive sur des sites à forte volumétrie, je vais conseiller d'y ajouter un CRM, type HubSpot ou Salesforce, pour suivre le parcours de ces clients une fois qu'ils ont découvert votre offre via le site et contractualisé, et plugger ce CRM à l'outil d'analyse, par exemple Google Analytics, afin d'avoir un peu le Graal, mais qui n'est utile encore une fois que sur des sites à très très forte volumétrie, le Graal, à savoir le parcours client de A à Z. Quel est le Mhm. premier clic qui a généré la connaissance de ma marque et de mon site? Et combien de temps il a mis, ce clic, pour générer un client qui m'a rapporté X milliers d'euros? De A à Z. C'est extrêmement complexe à mettre en place, c'est long, donc on va plutôt plugger son CRM à Go Analytics voilà, sur des moments de croissance assez forts où on veut aller très loin dans l'analyse. Peu intéressant de le faire en phase 1. Mhm. Et c'est vrai que avoir cette donnée complète, derrière, ça te permet d'avoir aussi quelque chose d'assez tangible derrière, qui est parce qu'au début, tu vas te dire, ok, ça m'a ça m'a généré, je sais pas, tant de clics ou tant de conversions sur mon site internet en investissant 10 000 euros en plus en pub. Mais c'est vrai que derrière, tu n'as pas la liaison, ces 10 000 euros en pub, ça m'a généré combien exactement en chiffre d'affaires? Parce qu'il y a une corrélation directe. Et derrière, si tu arrives à avoir du coup cette corrélation directe, tu peux te dire, ok, bon, je sais que ces 10 000 euros, ils me génèrent 100 000 euros. Et ça, je sais parce que j'ai tout le funnel. Derrière, ok, je veux générer 200 000 euros, je vais investir 20 000. Bon, ça se fait pas exactement comme ça en pub, tu le sais mieux que C'est pas moi. grave. Il y a quand même, il y a quand même des échelles et, du coup un volume qui n'est pas non plus infini. Mais oui, effectivement, je pense que ça te permet d'avoir une bonne donnée aussi, de mieux comprendre tes leviers. Exactement. Et je rajouterai un petit bonus là-dedans, pour ceux qui ont envie de creuser en phase 2, donc passer plusieurs milliers de visites par mois sur le site, qui ont envie de creuser le comportement, le parcours client de leur utilisateur, à savoir le reporting dans Google Analytics qui s'intitule les chemins de conversion. C'est un reporting qui est très très peu utilisé, alors que assez facile d'accès, qui va montrer le nombre de visites moyennes avant de réaliser une conversion. Par Ok. exemple, premier clic qui vient de Facebook Ads, première visite qui vient de Facebook Ads, vos publicités sont donc rentables parce qu'elles ont fait découvrir la marque à un utilisateur, mais il ne convertit pas forcément ce jour-là. Parce qu'on le sait, le parcours est fragmenté, il était peut-être dans le métro, station 3G, ça passe plus, il passe à autre chose, il se rappelle le lendemain avoir découvert votre marque via Facebook et n'a pas fini de consulter le site. Donc là, il va revenir plutôt via du SEO, en tapant la marque qu'il a découvert la veille. SEO, il clique dessus, il se balade un petit peu, toujours pas intéressé, mais il va laisser un email dans la partie blog pour avoir accès à un livre blanc. Là, c'est votre outil de newsletter ou des mailings qui prend le relais et qui va venir le relancer une semaine après le téléchargement pour lui dire si on se parlait, parce que j'ai l'impression que tu es intéressé, on a plein de choses à t'offrir.
Cet internaute, il a peut-être pas envie de cliquer sur l'email parce qu'il a peur d'être traqué, donc il va revenir sur Google, taper de nouveau le nom de la marque et cette fois cliquer sur une publicité qui protège le nom de la marque face aux concurrents et non plus sur le SEO. Et on se retrouve à avoir quelqu'un qui contractualise à la fin grâce à Google Ads, mais qui en réalité a connu le site et a généré en partie la vente grâce à vos publicités Facebook Ads. Donc si on devait regarder uniquement le potentiel de Facebook en last click, le dernier clic avant une conversion, ça semblerait peu intéressant, on aurait tendance à enlever les budgets. En réalité, le parcours client fait qu'il a eu besoin de plusieurs moments pour se décider, mais que le moment 1 qu'il a fait découvrir était le levier Facebook. Ça aurait pu être à l'inverse le levier Google ou YouTube ou un partenaire, peu importe. Mais avoir cette information, ce petit bonus, ça permet aussi de nuancer un petit peu les leviers qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans cette optique qu'un parcours client peut être multiple avant de générer une conversion. Et ces informations-là, on les a de manière très très visuelle dans le reporting chemin de conversion de Google Analytics 4. Autant en Trop cool. profiter uniquement quand on a plusieurs milliers de visites par mois. Sinon, mathématiquement, encore une fois, ce n'est pas viable, on ne peut pas en tirer de l'information. Ouais, c'est pas pertinent sinon. Ok, très bien. Là, j'ai une question qui me vient du coup au fil de l'épisode. Mais vu que toi, tu travailles avec énormément de clients, tu vois beaucoup de comptes publicitaires, tu as beaucoup de sites, de tracking, etc. à droite à gauche. Quelles sont un peu, toi, les problématiques que tu revois souvent venir? Tu vois un peu les problématiques marché et un peu les solutions que tu pourrais y attribuer. Je te prends peut-être un peu de cours, mais je Non, pense pas que du c'est assez tout. intéressant de savoir justement ces problématiques. Est-ce qu'elles sont les mêmes partout? Pourquoi? Et comment les résoudre? Moi, aujourd'hui, pardon. Je vais avoir pas mal de clients qui vont investir énormément d'argent sur Google Ads et tenter de récupérer le maximum d'informations. Ce qui est de Mhm. plus en plus difficile, étant donné que les adblockers ou les bandes de cookies, quand ils sont mal configurés, ont tendance à nous supprimer jusqu'à 50% de la donnée. Quand on investit 30, 40, 50 000 euros par mois, ne connaître le niveau de conversion que de la moitié de ce budget, c'est un Mhm. peu embêtant. Donc on va, dans ce cas-là, conseiller uniquement aux clients qui dépensent ce niveau de budget. Les clients qui dépensent moins de budget, honnêtement, n'ont malheureusement pas beaucoup de solutions, à part regarder dans l'absolu si l'augmentation des dépenses correspond à une augmentation du chiffre d'affaires. Sinon, il faut attendre de dépenser un peu plus pour activer certains outils qui peuvent redonner de la visibilité au budget dépensé et à la rentabilité. Ces outils, je vais les citer, on les voit passer régulièrement sur LinkedIn sans trop savoir ce que c'est. C'est le mode consentement sur Google Ads, l'API conversion sur Facebook et le server-side au niveau global de la data. Je reviens un peu dessus. Des outils donc à activer uniquement si on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses et des milliers de visites par jour. Sinon, ils n'ont pas d'impact sur la donnée qui est remontée. Ils ne servent à rien. Le Mhm. premier, l'API conversion sur Facebook, va permettre de récupérer une partie de l'information qui est bloquée par les téléphones Apple ou les adblockers, et donc redonner à l'algorithme Facebook de l'information supplémentaire sur qui a cliqué sur une publicité, qui ne l'a pas fait, qui a finalement acheté un produit ou qui n'a pas acheté un produit. Les algorithmes adorant le volume de data pour mieux performer vont se servir de cette information supplémentaire qu'on a récoltée via l'API conversion pour mieux cibler les personnes appétentes à votre produit. Le mode consentement sur Google Ads fait pareil. Mhm. On va faire en sorte de récupérer une information dégradée quand un internaute refuse le bandeau cookie pour modéliser son comportement. Par rapport à son profil, est-ce qu'il est apte à convertir parce que quelqu'un qui lui ressemble et qui a accepté le bandeau cookie aura converti la veille. C'est un peu plus d'informations qu'on envoie aux algorithmes et qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux envoyer une publicité. Et enfin, le server-side, qui lui peut fonctionner pour tout le monde, pour ces deux algorithmes publicitaires ou d'autres, qui va permettre de passer à côté des adblockers, et donc de récupérer une information sur un internaute qui aurait visité plusieurs sites avant de convertir, même s'il a mis en place un adblocker, ou des personnes qui passent sur des navigateurs qui n'aiment pas trop les cookies publicitaires comme Safari ou Firefox. Dans ce Mhm. cas-là, on va récupérer aussi un peu plus d'informations à remettre dans nos reportings, à envoyer aux algorithmes publicitaires pour mieux piloter la croissance et mieux diffuser nos publicités. Super clair. Génial.
Je te pose une question comme ça sur le tas, Ethereum, en faire des étapes et un process. C'est magnifique. Je me suis pas mal renseigné parce que c'est des outils que j'ai beaucoup pensé qui semblent un peu magiques, que personne ne comprend réellement. Voilà, la réalité, c'est qu'ils vont simplement redonner un peu de visibilité dans un monde où on en a de moins en moins et qui fonctionne uniquement à une volumétrie forte. Si vous dépensez 800 € par mois sur Facebook Ads ou sur Google Ads, aucun intérêt à mettre en place de l'API conversion ou du server-side, en toute franchise. À date, en tout cas. Peut-être dans le futur, mais pas à date. Et du coup, là, justement, tu parles de publicité. Est-ce que tu as des recommandations justement sur comment intégrer la data justement dans cette stratégie publicitaire? Est-ce que tu as quelques informations, quelques petites recommandations pour ceux qui nous écoutent? Alors, en ce moment, on a quelque chose qui marche très très bien, nous, côté Google Ads, qui est à 50% des prestations qu'on fournit à l'agence. C'est l'intégration d'une liste de clients dans l'algorithme Google Ads. On va, via un fichier Excel tout bête, qui liste de manière cryptée les emails de tous nos anciens clients, dire à l'algorithme Google Ads, regarde, ça, c'est mes 1000 clients précédents qui ne sont pas forcément passés par le levier Google ou autre pour contractualiser, que j'avais déjà depuis plusieurs années. Prends-les en compte, identifie leurs schémas comportementaux, regarde ce qu'ils ont regardé comme vidéo YouTube avant de contractualiser, regarde les URL qu'ils ont consommés, regarde sur quel téléphone ils étaient, regarde dans quelle ville ils se trouvaient, tire-en une information, un pattern commun, et serre-t'en pour aller chercher mes prochains clients, en faisant en sorte qu'ils ressemblent à ces clients existants. Et donc l'intégration d'une liste clients, ça vient, c'est comme un booster de croissance pour l'algorithme. Ça vient très très rapidement lui donner beaucoup d'informations, tout en étant relativement simple à mettre en place, puisqu'il suffit d'un fichier Excel avec des emails. Évidemment, des emails qui est accepté. Il y a un petit bouton que leur information publicitaire soit utilisée par Google Ads pour être RGPD compliant, va venir nourrir l'algorithme en cliquant sur uploader. Super clair, trop cool. Et du coup, ouais, il y a juste besoin d'un email pour ça. Alors, on a besoin, allons un peu plus loin dans les prérequis quand même, on a besoin d'au moins 1000 emails effectifs avec le nom, prénom des personnes derrière pour que l'algorithme se serve de ces informations et que ça ait un impact vraiment sur la diffusion de vos prochaines publicités. On est encore une fois sur des techniques qui fonctionnent qu'à partir d'un certain niveau de dépenses, plusieurs milliers d'euros, et d'une certaine volumétrie. Sur des petits comptes, entre guillemets, c'est pas forcément des choses qui vont être intéressantes. Je vous préconise plutôt de se concentrer sur vos pages de vente et de vérifier que le chiffre d'affaires augmente quand vous augmentez vos budgets, tout bêtement. Passer 10-15 000 euros de dépenses par mois, on peut penser à intégrer des listes clients dans son compte et ça fait très souvent effet sur les performances. On nourrit un peu mieux l'algorithme, il grandit dans le bon sens pour aller chercher les bonnes personnes. Ok, et du coup, est-ce que tu recommandes aussi de cette technique-là sur du Facebook, sur du social, sur du LinkedIn par exemple? Alors totalement, même si en toute franchise, je suis moins expert, beaucoup moins expert sur cette partie-là, donc je vais laisser les futurs experts qui passeront dans ton podcast en parler. Mais je sais que l'intégration de listes clients est quelque chose qui était à l'époque souvent fait sur Facebook et qui a fait ses preuves. Comme c'est nouveau sur Google Ads, on a tendance à copier un peu les copains et à le faire pas mal mieux. Trop cool. Génial. Bah, merci en tout cas, Clément. C'était très riche. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je voulais savoir si tu avais peut-être quelques conseils ou un conseil en tout cas d'amis pour ceux qui nous écoutent. Le conseil d'amis, le plus important pour moi, et peu importe la phase de croissance qu'on a finalement, c'est d'avoir ce petit reporting Google Analytics 4 de poser qui s'intitule Source Support et connaître la ventilation de son trafic, tout bêtement. D'où viennent vos utilisateurs? De quel levier marketing proviennent votre croissance? SEO, newsletter, partenaires, Facebook. Voilà, 5 minutes par semaine, on suit l'évolution et on a un peu plus d'informations pour piloter le futur. Ouais, ce que j'aime bien, c'est le 5 minutes par semaine parce que c'est vrai, on n'a pas besoin de. Ça demande un petit peu de temps pour la configuration au début, mais après, en fait, tu n'as pas besoin de passer des jours et des jours en fait en reporting. Tu suis quelques indicateurs et puis tu avances. Et la Trop bonne cool. surprise, je me permets une dernière chose, mais la Ouais. bonne surprise, souvent, c'est qu'on identifie que les leviers générant le moins de volume sont les plus qualitatifs et ceux qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc, et on a beaucoup de surprises quand on regarde ce levier sur support et ça peut amener quelques pivots qui démultiplient vraiment la croissance ensuite. Génial. Bah, j'espère que tous ceux qui ont écouté ce podcast mettront ça en place. En tout cas, bah, merci à toi, Clément. C'était trop, trop cool, comme d'habitude. Je te dis à très vite, en tout cas, et prends soin de toi.
Merci, toi aussi. Ça va. Yes, ça marche. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.